Le jour où votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une magnifique femme du nom de Fanta Condé qui est là pour nous partager son expérience et pour revenir un peu sur son histoire et sur ce qui l'a motivée à se lancer dans l'entrepreneuriat. Bonjour Fanta. Bonjour Emma. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de ton histoire, de ce que tu as pu traverser et aussi des obstacles qui t'ont permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Alors pour faire court, je suis une jeune dame qui fait son bout de chemin dans le domaine des affaires. Donc présentement, j'ai une école du nom de Give Back Academy qui a pour but d'apprendre, d'enseigner du moins l'art oratoire, donc l'art de la prise de parole en public, qui aborde également toutes les facettes du développement personnel, mais aussi professionnel. On accompagne également les enfants au soutien scolaire, tels que en maths, physique, chimie ou encore en français. On aide que ce soit les adultes et les enfants à parler davantage l'anglais, parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus demandé. Et voilà. Super. Alors aujourd'hui, tu es entrepreneur, speaker, mentor, conférencière, tout ça pour une jeune femme. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser au quotidien et justement pour pallier à toutes tes activités en parallèle ? Alors, effectivement, j'ai des priorités. Je pense que c'est ce qui me sauve chaque jour, c'est le fait d'avoir des priorités, de savoir ce qui vaut vraiment la peine et ce qui n'en vaut pas la peine d'être traité tout de suite. Donc, j'essaie de déléguer pour la plupart du temps. Et connaissant mes priorités, j'essaie de travailler sur mes priorités et les autres des autres choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas forcément des priorités. J'essaie de déléguer aux personnes que je paye pour la plupart du temps. Donc, tu travailles aussi avec des personnes, tu as une équipe qui t'entoure, qui t'encadre. Tu as ce leadership naturel. D'où est-ce que ça t'est venu ? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent parce que, au final, c'est très difficile de le dire d'où est-ce qu'on tient son leadership. Mais je peux dire que tu le travailles ou c'est naturel et tu le travailles aussi. Alors, pour être honnête, je pense que c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Mais avec le temps, je me rends compte que mon père aussi est un vrai leader. Et de ce fait, j'ai, disons, absorbé quelques caractères de lui. Mon père a toujours été un dirigeant, il dirigeait des gens, que ce soit dans son service, il était médecin, chirurgien, il était chef de service et il dirigeait pas mal de personnes. Chez lui aussi, il était leader. Dans sa famille aussi, il était leader. Donc, tout ce qu'il fallait faire, les décisions qu'il fallait prendre, il fallait toujours passer par lui. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de similitudes avec lui. Donc, d'un côté, oui, c'est naturel. Et d'un autre côté, c'est vraiment, on travaille également parce que c'est pas parce que nous avons un tel talent qu'il ne faut pas le travailler, justement. Je passe mon temps à travailler mes talents, à travailler également mon côté leadership parce que je sais que je ne suis pas parfaite. Je m'améliore constamment. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es une personnalité publique avec plus d'une centaine de milliers de personnes qui te suivent, plus de 500 000 sur TikTok, 170 000 sur Instagram, plus de 50 000 personnes sur YouTube. Quand tu vois toutes ces personnes qui te suivent, qu'est-ce que ça te donne comme émotion ? Qu'est-ce que ça dit sur toi ? Pour être honnête, c'est vraiment une fierté. C'est une fierté, mais aussi c'est une fierté de se dire que la décision, du moins la promesse que je me suis faite il y a quelques années, je suis en train de l'accomplir. Et il faut savoir que l'idée pour moi de me lancer sur les réseaux sociaux n'est pas venue du fait que j'ai voulu, disons, compter le nombre d'abonnés. C'est venu vraiment d'une frustration que j'avais au plus profond de moi, qui était d'apporter un plus à la jeunesse africaine. J'en avais marre, en fait, de voir constamment cette jeunesse se plaindre. Oui, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Je me suis dit, mais je peux aussi apporter quelque chose, je peux faire quelque chose malgré mon jeune âge. D'ailleurs, comme quoi qu'il n'y a pas d'âge vraiment pour tenir compte de ses responsabilités vis-à-vis de l'Afrique. C'est ainsi que je me suis réveillée, j'ai commencé à
à travailler sur moi, à travailler le développement personnel. Je me suis introduite au développement personnel depuis l'âge de 17 ans. Donc, j'apprenais constamment là-dessus. Je me suis dit, bon, j'enseigne les gens. Et au début, c'était vraiment le business que je voulais enseigner parce que je fais des affaires depuis que j'avais 18 ans. Et je me suis rendu compte que chez la jeunesse africaine, il y a un besoin beaucoup plus profond que même le besoin de chercher de l'argent. Ça, c'est un besoin de se développer personnellement. Et je me suis dit, bon, c'est bien d'inciter les gens à chercher de l'argent, mais qu'en est-il vraiment de les guider d'abord à devenir la meilleure version? Parce que c'est les gens qui cherchent l'argent et pas le contraire. Voilà. Tu parlais de promesses, justement, que tu t'es faite. C'était quoi cette promesse que tu t'es dite? Alors, ces promesses, c'était... je l'ai une fois raconté dans un de mes stories, dans un de mes lives. Un jour, j'étais assise devant mon miroir chez moi. Je ne sais plus quand c'était, mais je sais que j'avais 17 ans à l'époque. Très jeune. Exactement. Je me suis regardée dans une glace. Je me disais, mais comment je pourrais faire pour impacter l'Afrique positivement? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la vie de mes frères et sœurs? Alors, je n'ai pas cette prétention de dire que je pourrais tout faire ou je pourrais tout apporter, je pourrais apporter toutes les solutions aux problèmes qui se trouvent en Afrique, mais je me sentais redevable, je me sentais concernée par le développement ou le non-développement du continent africain. De ce fait, je me regarde dans une glace. Ça me tenait tellement à cœur cette question que j'ai coulé les larmes. Je t'assure que je ne sais pas du tout comment ça s'est fait. J'avais pas du tout l'intention de pleurer, mais c'était tellement profonde. J'avais ce besoin de m'exprimer, d'exprimer cette frustration, surtout d'apporter un plus. Et surtout, le fait d'en avoir marre de l'image qu'on nous donne à chaque fois, je me suis dit que je pourrais faire quelque chose aussi. Et ayant tout ça en tête, bien évidemment que j'ai coulé les larmes sans même le savoir. Et je pense que depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je vais avoir un peu l'impact sur les Africains, mais de manière très positive. Et chose qui est devenue réelle. Aujourd'hui, tu impactes positivement la communauté, mais pas que, les femmes, les hommes, à travers les enseignements et à travers tous les partages que tu peux faire. Tout est parti d'une décision, celle de quitter ton boss, comme tu l'as dit dans une des interviews. Quels sont les risques et les réalités de cette décision que tu as prise? Il y avait deux risques. Premièrement, le manque d'argent. Quand on quitte un travail, bien évidemment, on n'a pas d'argent. Exactement. Du coup, on n'a pas d'argent. Et deuxièmement, le second risque, c'est de ne pas trouver tout de suite un travail et subvenir à mes besoins. Bon, il faut savoir que moi, depuis très tôt, depuis que j'étais dans le mannequinat, j'apportais ne serait-ce qu'un plus à ma mère à chaque fin du mois. C'est-à-dire que je travaille, que je ne travaille pas, alors que je ne travaille pas, que j'entreprenne, que je travaille pour quelqu'un ou que j'entreprenne. Parce que pour ceux qui sont entrepreneurs, le savent très souvent qu'on n'a pas de revenus vraiment fixe. Exactement. Donc, quand on part de ce principe, il arrive des mois où c'est très serré, c'est compliqué. Mais je me débattais, je multipliais les clients, je redoublais d'efforts afin d'apporter en plus à ma mère. Le premier risque, c'est vraiment le fait de ne pas pouvoir apporter un plus à ma mère, sur le coup. Quoi qu'elle travaille, elle est très jeune, mais chez nous, je ne sais pas pourquoi, mais on se sent redevable à nos parents, on se sent obligé d'apporter un plus. Et deuxièmement aussi, je me suis engagée dans pas mal de projets à l'époque, du coup, c'était très compliqué. Mais pour moi, ça valait la peine de le quitter. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, j'aurais échangé ma dignité, mes valeurs et principes contre de l'argent. Alors oui, c'est vrai que c'était chaud, c'était compliqué, mais dans la vie, il arrive qu'il faut faire des choix qui sont difficiles pour préserver ce qui nous est de plus cher, ce que nous avons de plus cher. Et c'est ce que j'ai dû faire. Et je ne le regrette pas du tout. S'il fallait le refaire, je le referais encore. Et pour toi, qu'est-ce qu'il y a de plus cher, au-delà des choix que tu as pu faire pour préserver ta dignité? C'est vrai, c'est l'estime que je pourrais avoir de moi-même. Et ça, c'est mes valeurs, principes, la perception que je pourrais avoir de moi-même. Quelle est la perception que tu as de toi aujourd'hui? Alors, je ne suis pas parfaite. J'ai commis des erreurs, énormément d'erreurs, mais j'estime que je suis une belle personne. Ce n'est pas du tout de l'auto-flatterie, mais ce sont des faits, par des choix que j'ai eu à faire, par des choses que j'ai eu à abandonner, malgré le fait que ça soit difficile, par beaucoup de péripéties. Et voilà, je ne peux qu'être fière de la personne que je suis, malgré mes défauts, parce que nous ne sommes pas du tout parfaits. Je m'améliore constamment. Et puis voilà. Alors, je vois aussi cette femme mature que tu es, du haut de ton jeune âge. Il y a aussi un impact de ton environnement familial qui a fait la femme que tu es. Aujourd'hui, selon toi, qu'est-ce que tes parents t'ont apporté
en termes de valeurs et en termes de, de contribution à la femme que tu es aujourd'hui? Alors, parlons de mes parents, ils m'ont énormément apporté. Mes parents, notamment mon père, ma mère. Il faut savoir que mon père, je l'ai perdu très tôt. Mon père, c'était un homme dans toute sa masculinité. C'était un homme dans toute sa splendeur. Permettez-moi de le flatter un petit peu parce qu'il le mérite, malgré que je regrette le fait qu'il ne soit pas là. C'est dommage, c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour moi, si quelqu'un devait bénéficier aujourd'hui des premiers fruits de mon travail, ça serait lui et puis ma mère. Parce que pour moi, il a presque tout sacrifié pour ses enfants. C'était un père à la hauteur, c'était un père responsable, il tenait à notre avenir. Mon père il faut savoir qu'il a énormément de filles, il a 5 filles et quelques garçons. Et il tenait à ce que nous allions à l'école avec mes frères et sœurs, mais surtout nous les femmes, il tenait à ce qu'on soit indépendantes, pas pour se comparer ou quoi que ce soit, mais pour lui c'était super important. Il a toujours été attiré par des femmes qui étaient très éduquées, qui étaient capables de prendre un homme d'un point A à un point B. Elle a été fascinée. Il y a une personne précisément aux États-Unis qui a impacté énormément de personnes dans le monde avec son mari, qui était presque un exemple pour mon père. Et je me rappelle à l'époque, j'avais à peu près 8-9 ans d'âge, quand elle sortait à la télé, quand elle prenait un discours, mon père m'appelait pour me dire « Regarde là, elle parle très bien. » Non, je dis « Oui, elle parle bien. » Je voyais qu'il était très fasciné par ce genre de femme. Et je ne sais pas pourquoi, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard. La vie a fait que on me compare souvent à cette femme maintenant, malgré que pour moi, je suis là, elle est là. Ce n'est pas vraiment de l'humilité, mais c'est la réalité. Mais il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc peut-être que demain tu arriveras ici aussi au même niveau. C'est possible. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. C'est vraiment très bien lancé sur cette voie-là. Je vois aussi cette envie-là de partager. Je vois aussi cet engagement que tu as peut-être, que tu te donnes toi-même à transmettre ton savoir. D'où est-ce que ça vient déjà, cette envie-là, et qu'est-ce que ça t'éprouve, le fait de transmettre un savoir? Je pense que ma vie prend, ne serait-ce qu'en plus, du moins ma vie prend un réel sens quand je partage, ne serait-ce qu'en plus dans la vie de quelqu'un. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de vie heureuse quand il n'y a pas de partage. Toute ma vie tourne autour de ça. J'ai vu mon père acheter des médicaments pour des gens, de parfaits inconnus, les soigner, les opérer, apporter tout ce dont ils avaient besoin à l'époque, sans forcément prendre quoi que ce soit dans leurs mains. Parce que pour lui, c'était une valeur qui était chère, qui était chère pour lui. C'était quelque chose qu'il prônait constamment à la maison. Donc moi, j'ai toujours baigné dans ce genre d'environnement. C'était le partage. Donc pour moi, ma vie n'a vraiment pas de sens si je ne partage pas. Et c'est vraiment un moyen pour moi de me sentir en vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ça qui te donne envie de te lever tous les matins, de dire que tu vas partager ton savoir, que tu vas permettre à d'autres, à travers ce que tu vas leur enseigner, de réussir aussi. Absolument. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu essayes d'avoir ou que tu as déjà et ce que tu aimerais développer davantage? Alors, en termes de valeurs, j'en ai pas mal, mais je prône très souvent 3 valeurs qui me sont très chères. La première, c'est vraiment l'honnêteté. Alors, je sais, en tant qu'humain, nous ne sommes pas du tout parfaits, je ne suis pas parfaite, mais ce que je suis en train de dire, c'est que cette valeur, pour moi, elle est plus que primordiale de l'avoir, donc il faut être honnête, que ce soit dans les affaires. Je dis très souvent que dans les affaires, la valeur la plus importante qu'un homme ou une femme d'affaires pourrait avoir, c'est vraiment c'est sa crédibilité au final. Donc l'honnêteté, être droit dans ses bottes, dire les choses comme c'est. Et quand il s'agit d'un business de 100 francs, on se dit de partager ainsi, il faut le partager comme ça. C'est vraiment une valeur que j'ai vue en fait mon père cultiver constamment. Mon père, il était énormément respecté. Mais au final, en grandissant, je me rends compte que il n'était pas respecté par hasard. Il n'était pas respecté parce qu'il était beau, parce qu'il était juste charismatique. Il était respecté parce qu'il cultivait certaines valeurs. Il essayait aussi d'avoir certains, disons, comportements, certaines attitudes pour mieux vivre avec les gens. Donc, c'est très important de développer parfois de bonnes habitudes. Et pour moi, la première valeur, c'est vraiment l'honnêteté. La seconde valeur, c'est peut-être pas l'équité, mais je n'aime pas l'injustice. Je déteste ça. C'est la seule raison, du moins la seule cause pour laquelle je préférais, du moins je mettrais ma vie à risque
pour défendre cette cause. Je n'aime pas l'injustice, quoi qu'il arrive. Je déteste les personnes qui causent de l'injustice. Je n'aime pas non plus, je pèse mes mots, mais je n'aime pas non plus l'injustice. Et ça, dans toute sa splendeur, sur toutes ses formes. Et la troisième chose, c'est vraiment le partage, comme je l'ai dit. Donc, l'honnêteté, le partage, mais surtout, je n'aime pas l'injustice. Ouais. Des belles valeurs aujourd'hui que tu défends et que tu transmets aussi, parce qu'à travers ton discours, c'est vraiment des choses que tu appliques au jour le jour. Absolument. Et j'ai comme l'impression aussi que tu es une personne qui exige énormément d'elle. D'où te vient cette exigence-là envers toi-même? Absolument, absolument. C'est d'ailleurs l'un des problèmes, ou je dirais même pour certaines personnes, c'est un défaut qui me reproche très souvent. Je suis exigeante envers moi-même, mais pas envers les autres. C'est quand même très bizarre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va être super bon. Dans le cadre du travail, c'est autre chose. Quand je te paye, il faudrait que mon travail soit bien fait. Je pense que c'est le fonctionnement de tout bon entrepreneur. Mais mis à part ça, vraiment, avec les gens, je prends du recul. Mais quand il s'agit de moi, je suis très exigeante. Récemment, j'ai créé une école, donc de développement personnel aussi professionnel. Et je me rends compte que à la première liste d'inscription, de préinscription, nous avions plus de 1000 personnes qui sont inscrites, effectivement en moins de 2 semaines. Félicitations. Merci beaucoup. Et des félicitations, je n'étais pas prête à en recevoir, pour être honnête. Et finalement, j'étais avec donc mon équipe, on était en train de parler, finalement, je dis, ils étaient tous contents finalement. Ils célébraient carrément les plus de 1000 personnes. Non, tu te rends pas compte, il y a des gens qui font des applications pour avoir 1000 personnes en moins de 2 semaines. C'est compliqué, c'est cela. Je dis, les gars, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je ne suis pas satisfaite. Encore, fantasme, c'est reparti. Ouais. Et finalement, il y a un de mes collaborateurs qui me fait asseoir, qui me dit, tu peux être très fier de toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais tu peux être très fier de toi. 1000 personnes en moins de 2 semaines, je t'assure que c'est pas donné. Et finalement, j'apprends. Pas pour dire que je ne suis pas reconnaissante, parce que beaucoup de personnes font pas la différence entre les deux. Je suis une personne très reconnaissante de nature, mais parfois j'ai énormément d'exigences envers moi-même. Et parfois je trouve que ça m'ampute même dans mes affaires, parce que je suis toujours à la recherche en fait de nouvelles choses, de l'innovation, de comment je peux m'améliorer, me rehausser. Pour moi, c'est pas assez. Et quand on vit de cette manière, c'est très difficile de se contenter. C'est une pression aussi. C'est une pression, exactement. Une pression inutile d'ailleurs. Oui, et c'est dû à quoi en fait? Est-ce que c'est pour te prouver quelque chose, pour prouver peut-être à ta maman ou à ton papa, bien qu'il soit plus des nôtres? Alors, je pense que ça peut être lié effectivement, parce que mon père, c'était le genre de personne, c'était un médecin, il a fait énormément d'études après son bac, donc il connaît la difficulté des études, mais il connaît aussi il connaît l'importance de suivre son cœur, de suivre sa passion. Mon père, je me rappelle un jour, je suis venue avec mon bulletin, où j'étais sur une classe de 32 personnes, de 32 élèves, j'étais à peu près 12e de la classe pour la première fois. Mon père me dit non, ça va aller, va ranger ton bulletin, tu verras la prochaine fois, tu feras mieux. Et ma mère, elle était là, comment ça se fait? Toutes les personnes qui étaient dans la classe, elle a commencé à m'incendier. Et je pense que trop d'exigence vient du fait que je sois déjà la première de ma mère, donc je suis la première fille, son premier enfant. Du coup, j'ai pas le temps de pleurnicher, il faut que j'aille, du coup, c'est très difficile. Et deuxièmement, je pense que ça vient du fait que ma mère attendait toujours que je fasse beaucoup plus et mieux. Et je pense qu'avec le recul, on en a parlé d'ailleurs, elle me dit, finalement, tu peux être fière de toi, de tout ce que tu as fait. Et bizarrement, c'est plus elle qui me met la pression, c'est moi-même qui me mets la pression. Et elle me dit, elle a tendance à voir tout ce que je fais, elle me dit, félicitations, tu peux être fière à ton jeune âge, tu as fait ci, tu as fait ça. Et est-ce que tu es fière de toi? Pas totalement satisfaite, mais oui. Les actions que tu mènes. Pour être honnête, oui, je suis... Qu'est-ce qui aujourd'hui te met ce doute-là de répondre « je suis fière » ? Qu'est-ce qui te manque peut-être, ou qu'est-ce que tu aimerais avoir? Si c'est le manque, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui manquent, parce que je ne suis pas encore... Ça, c'est mon rêve, je suis à ça. Donc, je suis même pas au milieu de ce que je vise. Mais chaque chose a son temps, et il faut savoir célébrer également chaque pas. Il faut savoir chérir le processus. Chose que je prône, que j'ai moi-même du mal à mettre en application. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux coachs ou aux gens. Je ne suis pas coach, mais aux gens qui prônent des choses sur les réseaux sociaux.
J'ai juré une chose, lorsque je serai sur les réseaux sociaux en train d'enseigner, je serai toujours transparente et authentique envers moi-même. Parfois, j'ai du mal à appliquer mes propres conseils. Pas tout le temps. Je sais que ce que je peux dire, ça peut choquer beaucoup de personnes. Mais c'est transparent et c'est une réalité. J'essaie d'être honnête avec moi-même. Parfois, il y a des choses qui sont difficilement applicables. Et ça, je comprends. C'est pour ça que je ne suis pas dans le jugement. Avec ceux avec qui j'accompagne, je ne suis pas dans le jugement. Tu as fait ci, tu as du mal, tu procrastines très souvent. Je dis, allez, va encore, réessaie. Mais je ne vais jamais te juger parce que je sais que moi-même, parfois, j'ai du mal à appliquer. Mais par contre, ce qui me différencie de beaucoup de personnes, de beaucoup de beaux parleurs, c'est que j'essaye d'appliquer constamment. Oui. Donc, je pense que parfois, ce n'est pas facile. C'est ça le développement personnel. C'est pas du tout évident, mais il faut aller à la chasse. Il faut encore essayer. Finalement, on finira par maîtriser. Et c'est, je pense aussi, cette force-là que tu as avec ta communauté, parce que tu as une communauté qui te soutient énormément. Ils sont vraiment très positifs vis-à-vis de toi. C'est chose qui m'étonne. Oui, je pense que c'est à la hauteur aussi de la transparence et de la vérité que tu mets dans ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir des personnes qui disent la vérité en disant que oui, je vous dis des choses, mais peut-être que des fois, je vais pas les appliquer. C'est très rare d'avoir des personnes qui sont honnêtes, comme tu viens de. Mais on est humain. Certes, je prône le développement personnel, mais je ne suis pas parfaite. Moi-même, j'ai besoin de coach, j'ai besoin de développement personnel, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprendra et qui me dira non, Fanta, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Et je m'entoure toujours des personnes comme ça. Là où je vous parle avant d'atterrir ici, d'être là, j'étais en train de prendre des cours qui n'a rien à voir, des cours de marketing qui n'a rien à voir avec mon domaine. On sent aussi une quête de savoir. Ah oui, absolument. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. L'apprentissage, le savoir. Le jour où j'apprendrai, j'arrêterai, le jour où j'arrêterai d'apprendre, je meurs automatiquement ce jour-là. Oui. Peut-être pas physiquement, mais dans la tête, tout est calé. Je sais ce que le savoir m'a apporté. Je sais ce que l'apprentissage, tant physiquement, intellectuellement, même spirituellement, m'a apporté. Et je suis quelqu'un qui prône constamment l'indépendance de la connaissance. Je le disais récemment dans mes lives, je dis même dans la spiritualité, apprenez à être indépendant. Fais-moi ceci, donne-moi cela, machin. Non, rentrez pas dans ça. Apprenez. Tout s'apprend au final. C'est vrai. Il faudrait en fait que vous mettiez à la recherche, en quête. Vous allez découvrir des choses qui, voilà. Et que les gens aussi payent le prix de l'apprentissage. Exactement. C'est pas facile. C'est pas facile. Vouloir, c'est bien, mais le faire, c'est tout autre. Totalement d'accord. Aujourd'hui, selon toi, quelles sont les valeurs qu'une femme de valeur doit avoir? Waouh. La question à 1 million d'euros. Les valeurs qu'une femme de valeur doit avoir, Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Pour toi, c'est quoi une femme de valeur? Alors pour moi, une femme de valeur, je dirais que c'est une femme qui est en alignement avec elle-même et avec ce qu'elle veut faire et ce qu'elle doit faire. D'accord. En termes de valeurs, pour moi, les valeurs qu'une femme de valeur doit absolument avoir, c'est premièrement le respect de sa dignité. Et qu'est-ce que je veux dire par sa dignité? Enfin, ça dépend des gens. Nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs et principes. Mais savoir respecter, du moins être en alignement, comme tu l'as dit, avec ce que nous prônons, qui nous sommes et ce que nous dégageons, ce que nous prétendons être du moins, pour moi, c'est la première clé, c'est l'authenticité. Être authentique à qui nous sommes, à ce que nous sommes, à ce que nous prônons. La deuxième chose, une femme de valeur, je sais que je vais un petit peu choquer, mais une femme de valeur, c'est une femme qui a un vrai, qui a une vraie tenue. Vraie tenue. Qui a une vraie tenue tant vestimentaire, mais aussi dans sa façon d'être. Alors, je ne suis pas dans le jugement encore une fois, mais quand on veut devenir une femme de valeur, on s'assure à travailler sa tenue, donc vestimentaire, mais aussi sa tenue dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que comment tu te tiens, comment est-ce que tu parles, comment est-ce que tu t'exprimes, comment est-ce que tu transmets, comment est-ce que tu te tiens tout simplement devant le public. Donc, c'est super important. Parce que on dit très souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais pour moi, c'est l'une des plus grosses idioties que j'ai entendues. En fait. Non, pas du tout. C'est fou que beaucoup de personnes arrivent à penser comme ça, mais je peux t'assurer qu'en fonction de comment tu es habillé, on peut décider de te donner des contrats ou pas. On peut décider de t'apporter certaines opportunités ou pas. Je le dis très souvent,
quand je fais des masterclass, je dis, il arrive que des personnes dans le domaine de la politique m'approchent pour me dire, est-ce que tu veux pas nous représenter? Ça m'est arrivé. Est-ce que tu veux pas rentrer en politique? Je dis, non, moi, vos choses là, pardon. C'est pas pour moi. En tout cas, peut-être pas maintenant, mais peut-être que plus tard. On sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai d'autres priorités pour l'instant. Et pour toi, il y a une corrélation entre la manière dont tu vas t'exprimer, la manière dont tu vas te tenir, la manière dont tu vas t'habiller, et c'est ça qui va définir un peu ta valeur en fait. Absolument, absolument. Ce que tu fais dans l'obscurité, mais aussi ce que tu prônes, parce qu'au final, le fait qu'on te respecte, c'est parce que tu es ce que tu dis que tu es au final. Tu es ce que tu dis. C'est-à-dire que les gens te respectent en fonction en fait du fait que tu sois très correct avec toi, tu te respectes, de un, tu sois correct avec toi, mais surtout tu as un alignement avec ce que tu dis, ce que tu prônes. Et tu peux pas prétendre être une femme de valeur si tu passes ton temps à t'habiller d'une certaine façon, de te tenir d'une certaine manière. Comme être habillée de façon dévêtue. Exactement, exactement. Voire même vulgaire. Donc, ce n'est pas du tout une... pour toi, ça va pas ensemble? Non. De t'habiller vulgairement et de dire que tu es une femme de valeur, c'est pas des choses qui ça ne va pas vraiment ensemble. Pour être honnête, il y a pas plus tard que quelques jours, j'étais en train de faire je ne sais pas quoi. Je pense que j'ai dansé, bon, pas danser en tant que tel, mais parfois, il faut savoir que je suis quelqu'un qui... J'adore rire, j'adore danser, j'ai la joie de vivre, j'aime m'amuser comme pas possible. Je le dis très souvent que j'ai une âme d'enfant. Et récemment, j'ai fait une vidéo où je me filmais comme ça, je suis en train de danser, mais c'est pas une danse bizarre, c'est une danse très normale, une danse de joie. Et quelqu'un me dit, comment une femme leader peut se comporter comme ça, peut danser de cette manière. Donc, pour eux, il faut même pas danser, quoi. Je te parle pas de danse vulgaire ou bizarre, je te parle juste de danse ambiancée. Exactement. Oui. La personne me dit, mais comment une femme que moi je considère même comme la prochaine femme présidente dans son pays, comment elle peut danser comme ça? Fanta, j'ai beaucoup de respect pour toi, sur le coup, ça m'a heurté, j'ai eu mal pour ce fait. Et t'as été d'accord avec ce commentaire-là? Pas tout de suite. J'ai rapporté à mon entourage, je dis, mais attends, il se prend pour qui? Donc, comme ça, je suis connue, j'ai pas le droit de danser, quoi que ce soit. Et là, une personne très proche me fait asseoir, me dit, Fanta, il n'y a rien de mal à danser. Moi-même, j'ai vu la vidéo, c'est une vidéo très normale et basique. Il n'y a rien de méchant dans ça. Mais dans la vie, tu fais des choix que tu vas devoir accepter. Il faut savoir, en fait, que tu as une image aujourd'hui qui parfois peut jouer contre toi. C'est-à-dire que tu t'es pas enfermé, mais tu es dans une sorte de bulle qui fait que les gens oublient parfois ton âge. Ils se disent que, voilà, dans la tête de certaines personnes, j'ai plus de 40 ans, alors que j'ai même pas encore 30 ans. Exactement. Et je sais que parfois, ça peut causer beaucoup de frustration avec moi-même parce que j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'exposer qui je suis, j'ai envie de rigoler quand j'en ai envie. Mais parfois, on fait des choix qui malheureusement, qui nous rappellent à l'ordre, qui nous dit que voilà. Ouais. Est-ce que c'est pas frustrant pour toi? Ouais. Pour être honnête, c'est un peu frustrant pour moi. T'aimerais pas, et tu penses pas que c'est jouable d'être qui tu es, mais justement, et d'incarner à côté de ça la femme que tu es aussi, parce que les aspirations que c'est ça que tu défends et que tu vraiment quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je suis venue avec cette idée. Je vais me la jouer franco, je suis qui je suis authentique, en même temps montrer que je suis cette femme ambitieuse, je peux diriger beaucoup de personnes. Enfin, quand je dis diriger, peut-être dans mon cadre entrepreneurial et inspirer beaucoup de personnes. Ça n'empêche pas que je sois une femme enfant, c'est-à-dire j'ai cette joie de vivre, cette âme de bébé. Et je me rends compte que parfois, c'est pas quand on devient personnalité publique, c'est très difficile d'être à 100% soi-même. C'est dur. C'est vraiment c'est l'une des parties que j'ai moins dans le fait d'être connue. Ça m'empêche d'être moi-même pleinement. Ça m'empêche de vivre. Et puis, j'adore rencontrer les gens, mais parfois, il arrive que quand tu vas, par exemple, dans un restaurant, tu rencontres « Ah, c'est Fanta, est-ce qu'on peut faire ?» Parfois, je suis avec des gens, j'aimerais même pas qu'ils sachent que je fais quelque chose sur Internet. Oui, je vois. Récemment, j'étais partie dans un restaurant avec un investisseur. On était assis. Il sait pas que je fais des activités sur Internet. Il sait pas vraiment qui je suis, mais on s'est présenté comme business partner. Et puis, c'était tout. Et là, dans le restaurant, il y a une dame qui rentre avec sa copine. Oui, Fanta, on peut faire une photo. J'ai trouvé ça magnifique. C'était bien. Et sur le coup, moi, je me protégeais, en fait. Je voulais pas qu'ils sachent que je suis dans quoi que ce soit, mais finalement, non. Et du coup, c'est ça qui devient difficile. J'ai l'impression que ta vie ne t'appartient plus. Tu dois vivre pour le regard des gens. Et moi, me connaissant, ça me frustre parce que j'ai envie de mener ma vie comme je l'entends.
C'est paradoxal. Je sais. Ouais, c'est paradoxal. Et ce qui est dommage, peut-être, c'est que cette lueur que tu as, au final, à cause des qu'en dira-t-on, à cause peut-être de la pression aussi que tes internautes attendent de toi, bah, tu la perds petit à petit parce que tu te cantonnes à être la femme exemplaire, entre guillemets, qui veulent au détriment de la vraie nature que tu es. Et récemment, il y a un pasteur qui m'a écrit, il me dit Mademoiselle, j'apprécie ce que vous faites, bravo pour ce que vous faites. Un pasteur connu, d'ailleurs, qui est aussi dans le développement personnel, il est coach, il dit j'apprécie ce que vous faites, bravo, mais j'ai comme l'impression que plus le temps avance, plus vous êtes victime de votre charisme. Ouais. Et ce mot, ça te fait pas réfléchir? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que j'aime ce que je fais, j'aime enseigner, j'aime partager, mais au fond, au final, je me rends compte que les gens attendent beaucoup plus de moi. Et pourtant, moi, mon but, c'était simplement de venir partager, sourire, rigoler. Mais tu sais aussi, des fois, on peut avoir une impression de ce que les gens attendent de nous. C'est pour ça qu'on se contente dans ça. Mais quand on arrive à se détacher de ce qu'ils veulent et qu'on leur propose autre chose, c'est d'autant plus captivant pour eux, en fait. Et ils s'accrocheront peut-être encore plus à la personne que tu es. Parce que tu dois être au-delà de la femme forte, de la femme ambitieuse, une femme extraordinaire, même, dans toute sa nature, dans toute sa splendeur. Et c'est quelque chose que tu peux aussi offrir au-delà de cette vitrine que tu as. Alors oui, je suis totalement d'accord. Et j'essaie justement, avec ma joie de vivre, avec le fait que je fasse une petite vidéo en train de smiler, en train de rigoler. Mais il y a des gens qui jugent un peu de tout. Même quand j'essaie de me positionner d'une certaine façon, il y a quelques jours, j'ai porté un jean qui était un petit peu déchiré ici. Il y a quelqu'un qui me dit quand même, tu es censée nous représenter, tu es censée pour eux. Je dis mais attends, je suis pas présidente de qui que ce soit. Laissez-moi vivre en paix. Et je me rends compte que plus ça avance, plus j'ai du mal à être comme moi-même, plus j'ai du mal à faire ce que je veux, plus j'ai du mal. Bon, je suis pas quelqu'un de nature, je porte ce que je veux, je fais quand même très attention à ma tenue, comment je m'habille, comment je parle. Mais avant, avec ou sans réseaux sociaux, j'ai toujours été comme ça. Mais je me rends compte que tout ce que je dis, je fais est jugé ou du moins est remarqué. Et tout le temps, on m'appelle à l'ordre. Fonta, tu es censée être comme ça. J'ai comme l'impression que les gens qui me suivent ont une perception de moi. Je dirais pas qu'ils m'idéalisent, mais ils me voient à un niveau que je ne dirais pas que je me vois pas forcément, mais pour eux, je dois forcément incarner ce type de personne. C'est ça. Et me connaissant, je suis très indépendante de nature et ça bouscule à l'intérieur. Parce qu'à un côté, il y a des gens qui me suivent, que j'apprécie beaucoup, que je respecte. Et d'un autre côté, il y a moi et ce que je veux et qui je suis. Exactement. Et finalement, le fait que quelqu'un de mon entourage me dise « tu as fait un choix et tu vas devoir l'assumer ». C'est comme s'il y avait un truc qui... Ouais. Je me suis dit, non. Est-ce que tu es heureuse, Fanta? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que je suis heureuse? Je pense que le bonheur, on n'est pas constamment heureux. Je pense que j'ai des moments de joie. Je pense que j'ai des moments de joie. Il m'arrive d'être heureuse. Et la force que j'ai, c'est que j'attends pas qu'on me rende heureuse. J'ai cette faculté de me rendre heureuse moi-même. Il suffit de m'arrêter devant ma glace, commencer à danser. J'oublie mes problèmes de la journée. Je suis comme ça. Quand je dis que j'ai une âme d'enfant, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va pleurnicher sur des problèmes. Je trouve, pour moi, j'essaie de créer des opportunités de me rendre heureuse. Donc pour moi, le bonheur, ça se travaille également. Mais dire que je suis totalement et tout le temps heureuse, je pense que non. Et je pense que personne ne l'est d'ailleurs à 100%. Est-ce que tu es en paix? Ah oui, ça oui. Ouais. Tu as réussi à trouver ta paix? J'ai toujours été en paix. C'est vrai. Ouais, j'ai toujours été en paix. Qu'est-ce qui te donne cette paix-là? Mes choix. Tes choix. Ouais. Dans l'alignement avec tes valeurs, avec ce que tu veux. C'est ça. Je ne serai plus en paix à partir du moment où je ferai des choix qui compromettent justement cette paix où... encore une fois, je dis une chose qui est importante. Je le dis et je le répète, mais c'est super important pour moi. Dès lors que mes valeurs et principes sont touchés, je ne suis plus en paix avec moi-même. C'est pour ça qu'il y a des opportunités qui viennent à moi. Je préfère les laisser partir pour préserver la personne. Exactement, pour que je puisse dormir tout simplement. Parce que je me connais. Je sais que je suis le genre de personne qui peut pas challenger avec sa conscience. Je sais que je vais perdre la bataille. Du coup, j'essaie de faire de mon maximum pour éviter certaines choses. C'est ça. Et en plus, étant très jeune aussi, tu es une femme entrepreneur.
Qu'est-ce qui fait, selon toi, la force d'une femme entrepreneur? La force d'une femme entrepreneur, c'est premièrement l'organisation. Oui. Et il faut savoir être très organisé. C'est pas pour toi, mais moi, je passe mon temps à faire le ménage, la cuisine. Et du coup, quand on a toutes ces choses, quand on n'est pas millionnaire, on n'est pas capable de payer pour l'instant Bien quelqu'un sûr. pour payer, pour prendre soin de sa maison. Je pense qu'il faut être super organisé. Surtout quand on a des enfants, il faut être organisé, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut pas non plus mettre ses enfants de côté. Parce que l'argent que tu cherches, que ce soit toi ou ton mari, bah, vous le cherchez pour ses enfants. Exactement. Et quand vous les priorisez, c'est eux qui prendront du moins en fait la relève. Donc, quoi de mieux que de préparer ses enfants à un meilleur avenir? Et on ne peut pas le faire quand on est absent. Du coup, il faut savoir trouver un juste milieu et bien organisé. Et ça ne sert à rien non plus de passer beaucoup de temps avec ses enfants pour passer beaucoup de temps avec eux. Il faut passer du temps de qualité. Moi, mon père, il travaillait énormément. Mais quand il décidait d'être là les samedis, dimanches, il était à fond avec nous. On faisait des jeux marqué. Énormément. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans, mais je me rappelle presque de tout ce qu'on faisait ensemble. Quand il partait dans les événements, quand on faisait des courses dans la cour, quand on courait, quand on faisait des jeux, je me rappelle de tout. Et ça, ce sont des choses qui marquent les enfants. Donc pour moi, c'est super important. Avant de terminer cette interview, on fait un petit quiz. Donc ici, il y a quelques questions. Je sais même pas pourquoi je dis merci. Ok, d'accord. Par hasard? Voilà, par hasard, c'est des petites questions. Il te suffit de piocher. Quelle difficulté t'as le plus appris? La difficulté, c'est la mort de mon père. Au décès de mon père, je me suis rendu compte que vos enfants doivent devenir vos priorités absolues. Vous allez beau avoir des personnes qui vous aiment, qui vous apprécient, qui sont là pour vous, qui feront pour vous. Mais rendez-vous compte que lorsque vous n'êtes pas là, ça ne sera plus jamais comme vous étiez là. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez des enfants, il faut que vos enfants deviennent vos priorités. Et ça, peu importe ce que vous faites. Parce que ce sont vos enfants, ce ne sont pas les enfants des gens. Donc, vous devez comprendre que si vous avez vos enfants, apprenez également à les éduquer. Nous, on a su s'adapter, malgré le fait que mon père ne vivait plus. Avec ma mère, on a crapahuté, on s'est battu. C'était pas évident. Mais aujourd'hui, nous en sommes là parce que mon père nous a laissé avec une sorte d'héritage qui nous sert aujourd'hui d'éducation. Les meilleurs héritages que vous puissiez laisser à vos enfants, c'est vraiment les éduquer et les comportements, valeurs. Les valeurs et tout ce qui va avec. Donc pour moi, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de baigner dans ce monde de requins aujourd'hui. Partout où j'irai, je peux laisser l'argent, mes sacs, mes chaussures, mes voitures derrière moi, mais mes comportements iront toujours avec moi. Et je dis très souvent que vous pouvez être accepté dans un palais royal par votre connaissance, votre capacité, votre intelligence, mais seule votre attitude vous permettra de résider encore et encore. Donc le fait que mon père nous a laissés avec ses valeurs et principes, moi, c'est quelque chose qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris parmi ces moments de difficulté, mais j'ai surtout appris que c'est ce qu'il a semé en nous qui me permet aujourd'hui de lutter encore plus. Et d'être aussi la femme que tu es aujourd'hui à travers tes combats, à travers tes luttes, à travers aussi la vision que tu veux atteindre demain. En tout cas, félicitations à toi, Fanta, pour ce beau parcours que tu es en train de dessiner. Et merci pour ces partages, pour ce témoignage. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle interview de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao.